Dans un monde qui change, où les menaces évoluent et prennent des formes inédites, il est plus que jamais nécessaire que les dirigeants soient conscients des risques que leurs entreprises encourent. Pour développer la sûreté, prérequis et leviers de la création de valeur, ils doivent utiliser des outils et des méthodes qui lui sont adaptés. L'École des officiers de la Gendarmerie nationale, creusée de formation de tous les officiers de gendarmerie, a donc créé un MBA spécialisé Management de la sécurité. Ouvert aux capitaines de gendarmerie en formation continue, aux cadres d'entreprise et aux dirigeants de la fonction publique, il a pour ambition de fournir à ses auditeurs une solide connaissance des problèmes contemporains de sécurité et des méthodes pour les résoudre. Au sein des séances communes avec les capitaines de gendarmerie en formation continue, des universitaires de haut niveau vous offriront une formation au management des risques et aux techniques de management de la sécurité. Couplée à la connaissance des acteurs, enjeux et problématiques de la sécurité intérieure, ainsi qu'à celle de l'environnement international de la sécurité, ces outils vous permettront de répondre aux défis contemporains. Élaboré en partenariat avec des écoles et instituts renommés, mettant à profit l'expertise d'unités spécialisées de la gendarmerie, ce MBA est articulé autour d'échanges avec des professionnels reconnus. Il vous permettra donc de comprendre comment s'élaborent les stratégies et politiques de sécurité, comment la sécurité et la sûreté sont mises en œuvre dans l'entreprise, ainsi que l'articulation de la coopération de sécurité entre les entreprises et l'État. Familiarisé avec la sécurité dans tous les milieux, terrestres, aériens, nautiques et cyber, et ayant acquis une meilleure connaissance de vous-même, vous saurez comment réagir correctement dans une situation complexe. Ainsi, par sa combinaison d'enseignements théoriques, d'échanges avec des professionnels et de mise en situation pratique, ce diplôme vous permettra demain, au sein de votre entreprise, de mieux répondre aux défis de la sûreté que vous devrez affronter. Bon, général, messieurs les généraux, mesdames, messieurs les professeurs d'université, mesdames, messieurs, mes très chers amis, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour ce troisième colloque du MBA. Le troisième, ça veut dire que nous nous inscrivons dans la durée, ça veut dire que notre colloque devient un événement majeur de la vie parisienne, de la vie des universités, de la vie des grandes écoles. Et donc, nous sommes heureux de vous accueillir. Vous accueillir pour un thème un peu provocateur, c'est vrai. Se prémunir du cyberchaos. Alors, le cyberchaos, vous verrez ça à la une de tous les grands journaux, le cyberchaos pour demain, et ça fait écrire, et ça fait écrire, ça fait noircir des pages. La grande question, c'est de savoir, est-ce que ce cyberchaos est possible? Alors, se poser la question, c'est essentiel. Un homme, une personne avertie en vaut deux, une personne qui se pose une question en vaut quatre. Donc, on a toute raison aujourd'hui de s'interroger sur le sujet. Le passé nous donne raison. Regardez depuis 2007 tout ce qui s'est passé. L'avenir nous donne raison parce que nous allons avoir un monde hyper connecté avec 100 milliards de machines connectées en 2030, avec 1000 milliards de disques durs d'un pétaoctet créés chaque année, d'un zétaoctet créé chaque année sur Internet. Donc on va vers un monde qui est sans doute très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, avec peut-être une absence totale de précautions pour pouvoir prendre en compte, s'approprier ce monde nouveau. Et puis l'actualité, c'est l'actualité du travail effectué par l'équipe qui a fait la revue cyberstratégique, la revue cyberdéfense qui a été remise le 12 février dernier, l'équipe du contrôle général de l'économie de Bercy qui a remis un rapport sur la cyber-résilience, et puis bien sûr, c'est l'introduction dans la loi française de la directive Nice concernant les opérateurs de services essentiels, les fournisseurs de services numériques. C'est la future loi de programmation militaire qui a introduit de nouvelles dispositions. C'est la transposition, ou du moins l'intégration dans le droit français du règlement général de données à caractère personnel. Et puis, bien d'autres textes encore qui vont modifier notre écosystème législatif. Donc, en fait, on est dans un monde qui est en train de changer. Et pour mieux ouvrir ce colloque sur le cyberchaos, faut-il s'en prémunir, peut-on s'en prémunir, j'appelle le général de corps d'armée Christian Rodriguez, major général de la gendarmerie nationale.
Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est pour moi un honneur et une grande joie de vous accueillir au 3e colloque, Marc l'a rappelé, du MBA spécialisé Management de la sécurité de l'EOGN. Cette manifestation annuelle a pris sa vitesse de croisière et s'impose déjà comme un moment fort parmi les activités de recherche de la gendarmerie. J'adresse mes remerciements et mes félicitations à toute l'équipe de l'EOGN et du Centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie qui a contribué à la préparation de cette journée. Je souhaite saluer tout spécialement les directeurs de chaire et responsables de modules du MBA. Monsieur le professeur Pascal Chéniaud, titulaire de la chaire de géopolitique et responsable du module Environnement international de la sécurité. Monsieur le professeur Alain Boer, titulaire de la chaire de sciences policières et criminelles. Monsieur le professeur David Nakache, titulaire de la chaire de droit et expertise judiciaire en informatique et responsable du module cyber-risque. Madame le professeur Véronique Chanu, titulaire de la chaîne de management et responsable du module technique de management de la sécurité. Monsieur le professeur Jean-Louis Scaringella, en charge du module management des risques. Monsieur Frédéric Debove, en charge du module acteurs, enjeux et problématiques de la sécurité intérieure. Monsieur Rémi Février, en charge du module défis sécuritaires contemporains. Je vous remercie très sincèrement de votre investissement de tous les instants, aussi bien dans l'activité d'enseignement que pour la promotion et la valorisation de cette formation. Je n'oublie pas l'ensemble des professeurs associés, dont la qualité, le nombre et la diversité sont à la fois les preuves et les garants de la réussite et de l'avenir de ce MBA. Grâce à vous, celui-ci se bâtit une réputation de plus en plus solide dans le paysage de la formation à la sécurité. Je remercie bien sûr nos partenaires académiques qui donnent du sens à notre démarche, HEC et l'Université Paris II Panthéon-Assas, ainsi que nos partenaires institutionnels que sont l'INEGI et la Marine nationale. Je remercie enfin les intervenants de ce colloque, universitaires, chercheurs, hauts dirigeants civils et militaires, spécialistes du numérique, experts d'unités opérationnelles, qui vont apporter leur analyse et leur expérience aux travaux d'aujourd'hui, ainsi que les organismes et entreprises qui soutiennent cette manifestation. Pour finir, je vous remercie toutes et tous de votre venue cet après-midi. Votre présence est pour nous une reconnaissance et un engagement à poursuivre dans cette voie. Le thème de ce 3e colloque, comment se prémunir du cyberchaos, est un thème qui résonne particulièrement au sein de la gendarmerie, car nous avons l'ambition de nous engager dans une transition numérique de grande ampleur qui bouleversera nos pratiques, mais également notre rapport à la population. Il y a seulement 2 jours, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a inauguré la brigade numérique, une unité dédiée au contact avec les usagers, par Internet, via la plupart des médias numériques grand public, en tout temps et en tout lieu, comme on aimait à l'écrire dans les procédures. Cette brigade vient compléter la mise en œuvre du projet NéoGend, qui voit, depuis la fin de l'année 2017, 65 000 gendarmes d'unités de terrain équipés de smartphones et de tablettes. Ils peuvent, grâce à ces équipements, remplir en mobilité la quasi-totalité des actes qui étaient réalisés jusqu'à présent uniquement à la brigade. Tout est quasiment en place aujourd'hui pour que ce soit désormais la brigade qui aille à la rencontre de l'usager et non plus l'usager qui reçoive une convocation pour se déplacer à la brigade. Mais ces 2 projets structurants, qui s'inscrivent totalement dans la démarche de sécurité du quotidien, ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. En effet, et nous le devons à la population, la gendarmerie doit intégrer dans son champ d'action les transformations de la société. L'hyperconnexion qui nous entoure nous oblige à prendre en compte le déplacement de l'activité délictuelle et criminelle dans le champ cyber et à nous organiser en conséquence. Nous devons étendre davantage notre action à la sécurité des données, à la recherche et à la poursuite d'infractions dans le cyberespace, à la protection des utilisateurs du numérique. Dans le même temps, nous devons prendre garde à ne pas devenir vulnérables. En cas d'attaque massive, en cas de défaillance de l'infrastructure, en cas d'événement catastrophique, nous pourrions, nous aussi, nous trouver en grande difficulté. Il nous faut donc travailler pour renforcer notre propre cybersécurité. Cette démarche est, avant tout et par essence, partenariale, parce qu'elle suppose une diversité de compétences et d'approches qu'il est impossible de développer seul. Nos spécialistes du pôle judiciaire de la gendarmerie, du STSI carré,
de la mission numérique de la gendarmerie sont certes mobilisés sur le risque de survenance d'une cybercrise. Nous travaillons également en lien étroit avec les principaux acteurs étatiques concernés par cet impératif de protection, que ce soit au sein du ministère de l'Intérieur ou avec le SGDSN, l'ANSSI, les armées, pour n'en citer que quelques-uns. L'enjeu n'est pas seulement d'assurer la permanence de notre action. L'enjeu est aussi, à travers elle, de contribuer à la résilience de l'État. Le séminaire d'aujourd'hui relève de cette logique collective. Dans le cyber comme dans le monde physique, nous ne sommes pas seuls et nous ne pouvons pas être seuls. Vos contributions et votre réflexion sont pour nous particulièrement précieuses. Elles participent de cette diversité de compétences et d'approches dont j'ai parlé. Elles stimulent notre propre réflexion, elles nous aident à nous préparer et nous permettent de nous améliorer. La grande qualité et la diversité des participants à ce colloque sont des générateurs d'efficacité, de précision, de meilleur positionnement, de meilleures décisions et de meilleurs choix dans la maîtrise de ce domaine. C'est une véritable chance de pouvoir disposer de votre richesse, de vos savoirs, de votre expérience. C'est d'ailleurs dans ce même esprit que nous continuerons à développer ces échanges. À l'instar du Forum international de la cybersécurité, qui a fêté cette année sa 10e édition avec plus de 8600 visiteurs, je formule le vœu de voir prospérer cette initiative. J'en profite pour remercier une nouvelle fois le fondateur du FIC, qui est aussi notre conscience cyber, le général Marc Watin-Augouard, présent parmi nous. Vous l'avez tous vu. Enfin, cet effort de mise en commun et d'échange, s'il veut être complet, devra s'accompagner d'une large diffusion du produit de vos travaux. La communication contribue à gérer une crise, mais l'information, la vulgarisation, la sensibilisation de notre société reste un facteur important de résilience. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour toutes ces raisons que je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'inaugurer ce 3e colloque. Parce que le thème choisi est de première actualité, parce que les intervenants viennent d'horizons variés et nous font l'honneur de partager ici leurs savoirs, leurs expériences et leurs visions. Parce qu'enfin, dans ce domaine, davantage que dans d'autres, il est primordial de communiquer et d'informer sur les menaces et les enjeux, sans dramatiser, mais sans les minorer. La gendarmerie est particulièrement fière d'y contribuer, modestement, convaincue qu'ici aussi se joue sa mission. Je laisse dès à présent aux intervenants le soin d'apporter leurs réflexions et d'enrichir ce débat nécessaire. Je vous remercie à nouveau de votre présence et vous souhaite d'excellents et fructueux travaux. Merci. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer la première table ronde. Je voudrais d'abord saluer Alliancy et AEF, qui sont nos 2 partenaires presse pour l'après-midi. Alliancy avec Dorian Marcelin, qui animera la 2e table ronde, tandis que j'animerai modestement la première. Mais pour ouvrir la première, Alain Bauer, parmi tous ces titres, les titulaires de la chaire des sciences criminologiques du MBA. Et donc, je l'accueille volontiers sur cette tribune pour qu'il nous fasse une ouverture, comme il sait le faire, à réveiller un public qui ne dort pas encore. Mais à vous, cher Alain Bauer. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre aimable invitation, à la fois à aider à l'organisation, à la préparation et à l'ouverture de ce colloque du MBA. Merci à Marc Watin-Augouard, dont le rôle de Monsieur Loyal va compléter une déjà longue capacité à la gestion à la fois de la formation, de la recherche, de l'édition, de l'enseignement. Et je crois que, comme ceci a été rappelé récemment, à la maîtrise du Forum international, je crois qu'il est indispensable d'avoir une capacité aussi large afin d'animer ce type de réunion. Je ne suis pas sûr que le moment soit encore celui du réveil, car je ne pense pas que vous soyez déjà endormis, et je ne suis pas sûr que vous le soyez à la fin de ce colloque. En tout cas, ce n'est pas notre objectif. L'horaire ne s'y prête pas. La qualité d'une drogue légale qui s'appelle la caféine devrait vous aider à survivre, au moins pendant la première partie de l'après-midi, et je suis persuadé qu'on trouvera d'autres moyens de vous conserver jusqu'à la fin de celle-ci.
quand nous nous sommes posé la question de savoir comment nous allions faire ce colloque et comment il allait s'appeler, assez rapidement, nous sommes tombés d'accord pour dire que ça devrait s'appeler cyber quelque chose. Ensuite, on s'est longuement interrogé sur qu'est-ce que serait que le quelque chose, et d'une discussion relativement ouverte, ce qui est le gentil mot pour dire totalement désordonné, nous avons considéré que cyberchaos serait ce qui correspondrait le mieux. Et évidemment, les bonnes âmes de Jean-Baptiste ont dit d'accord, c'est bien de nous faire peur, cyberchaos, mais en fait, le sujet, ce n'est pas le cyberchaos, c'est la lutte contre le cyberchaos, comment se comporter, comment se confronter au cyberchaos, et c'est devenu l'action pour éviter le chaos, prévenir, anticiper, agir, et j'en passe. Pour ma part, je voudrais commencer par un côté moins optimiste, en tout cas plus ouvert sur la problématique de donner un nom aux choses. D'abord parce que nous sommes plutôt sur ces questions dans la cyberconfusion que dans la cyberclarté. D'abord, le mot cyber lui-même, contrairement à une idée répandue, n'a jamais voulu dire informatique, ni digital, ni quoi que ce soit qui s'y rapporte. Le mot cyber est un terme de science-fiction, utilisé dans un roman de science-fiction pour dire compliqué, complexe. Et surtout pour nous faire comprendre que compliqué et complexe, ça voulait surtout dire vulnérable. Quant à chaos, pour les vrais croyants parmi vous, ils savent que c'est de là que le Créateur a fait la Terre et l'univers, puis l'homme, et je me permettrai de rajouter la femme. Pour les non-croyants, ils savent que c'est à partir de cet espace où tout était mélangé sans qu'on puisse déterminer ce qui était à la fois le temps, l'espace, le lieu, le moment, qu'est apparu ensuite l'univers tel que nous sommes censés l'imaginer. C'est de la philosophie, mais c'est intéressant de voir que les deux termes, dans la manière dont nous les traitons, n'ont rien à voir avec le sens étymologique qui est le leur. Or, revenir au sens, c'est le drame permanent de la société dans laquelle nous vivons. D'abord parce que nous sommes désormais otages, non pas du temps, mais de la rétractation du temps. Nous n'avons plus le temps de rien, et que nous sommes surtout otages de ça. Cet outil merveilleux de communication est devenu un outil d'esclavage technique et technologique qui nous permet d'être reliés à tout le temps, donc de n'avoir le temps de réfléchir à rien jamais, d'être en lien permanent entre le SMS qu'on regrette déjà d'avoir envoyé et celui dont on se demande à quel moment on va le recevoir, l'absence de communication sur nos réseaux sociaux nous amenant à considérer que nous aurions peut-être disparu sans nous en rendre compte. Nous vivons dans un univers parallèle, rétracté, accéléré, où la perspective a disparu. Et ce fétichisme technologique moderne est un enjeu majeur, à la fois pour comprendre la menace, gérer la crise et surtout y survivre. C'est pour cela que nous avons voulu traiter aujourd'hui, dans un cadre extrêmement large, avec beaucoup d'intervenants en positif, pas seulement des analystes de la menace, mais des analystes de la riposte, un certain nombre de sujets. Ça nous amène du coup aussi à comprendre qu'il y a un certain chaos, une certaine confusion dans les concepts. En effet, derrière le mot cyber quelque chose, on mélange le cybercrime, dont le but essentiel est de vous voler sans que ça se voit trop tout de suite. La cyberguerre, dont le but essentiel est de vous détruire en faisant en sorte que ça se voit très vite et très fort. Le cyberespionnage, dont le but est que vous ne vous en rendiez pas compte. La cybersurveillance, disons qu'il y a là une sorte de mélange entre il faut voir l'outil pour être rassuré ou éventuellement être prévenu et éventuellement ne pas le voir pour mieux se faire prendre dans une enquête longue et lourde. Et le cyberterrorisme, qui va de la visibilité forte dans des opérations de défaçage jusqu'à la destruction de l'outil dans des opérations qui ressemblent plus à de la guerre qu'à des actions de commande. Et de ce point de vue-là, nous sommes extrêmement perturbés par l'idée qui a longtemps été la nôtre que tout ça était la même chose. Ces actions sont toutes différentes, même si, il faut le reconnaître, elles ont un acteur commun, le hacker. Alors, il y a des bons hackers et des méchants hackers, des gentils hackers, des hackers éthiques et surtout des hackers multicartes. Car on peut, eh oui,
ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, être responsable de la sécurité informatique de son entreprise parce qu'il faut bien avoir un emploi. Hacker du soir, car il faut bien payer les vacances du petit dernier. Hacker éthique, parce qu'après tout, on a une conscience. Et hacker étatique, parce qu'on habite aussi quelque part. Le même peut avoir plusieurs fonctions, même si ces missions ont des données, des destinations et des modes opératoires différents. Et dans cette problématique que nous avons à comprendre la nature de la menace, la digitalisation totale, l'informatisation accélérée, l'interconnexion nous a amené à nous rendre compte de deux problèmes totalement différents. L'obsolescence programmée dans un cas, la rapidité avec laquelle nos outils et nos appareils deviennent obsolètes par la recherche ou par la volonté délibérée des vendeurs d'outils d'avoir un remplacement rapide car il faut continuer à faire du business, et surtout la capacité à l'autodestruction de nos systèmes, à la vulnérabilité absolue des sociétés interconnectées, du fait de l'addiction que nous avons à ces petits appareils et de la difficulté que nous aurions à faire quelque chose sans. Il suffit d'ailleurs pour ce faire de voler, de prélever, de rançonner, de kidnapper un smartphone à un des adolescents qui peuplent votre environnement et pour voir ce que ça donne au bout de 24 heures. Si vous ne savez pas ce que c'est que la gestion de crise, ce jour-là, vous l'apprendrez. Ce phénomène est aussi le nôtre. Regardez ces couples merveilleux qui passent leur journée, notamment à déjeuner, à parler à leur téléphone plutôt qu'à se parler eux-mêmes. Peut-être d'ailleurs pourraient-ils s'envoyer un SMS pour gérer la nature du repas. Il y a un phénomène de transformation, de transfert. Ce phénomène est plus important qu'il n'y paraît. Il n'est pas seulement lié à l'occupation ou à l'addiction au sens de la manœuvre, il est lié aussi à l'occupation et à l'addiction au sens médical. Les premières études aujourd'hui sur les effets secondaires sur la biologie de l'usage massif des appareils, notamment chez les jeunes enfants, devraient amener chacun d'entre nous à revisiter la question, non pas pour interdire la méchante innovation technologique et brûler les sorcières d'Apple en place publique, mais simplement à poser le problème d'une régulation intelligente du sujet et à la capacité à la résilience de nos systèmes le moment venu. Toutes ces problématiques-là sont au cœur d'une évolution et d'une transformation de la société qui est assez loin du débat transhumaniste. Nous ne changeons pas la biologie des individus et nous ne la connectons pas aux ordinateurs, mais simplement à notre capacité à l'addiction et surtout à l'oubli. Car la question centrale, elle n'est pas le remplacement de l'homme par la technologie, mais l'alliance de l'homme avec la technologie. Or, dans l'histoire récente, un certain nombre de nos partenaires, et nous-mêmes avons été relativement tentés, avons pensé que l'inspecteur Google allait lutter efficacement contre l'imam YouTube. Cette erreur majeure qui a amené des dizaines de morts et des centaines de blessés, une incapacité parfaite à comprendre la nature même de ce que nous collections, est au cœur d'une révolution nécessaire, notamment dans le domaine du renseignement. Et je suis bien placé pour savoir que même si la gendarmerie n'est pas très communicante sur cette question, elle n'a pas oublié cette dimension. Dans la réalité, les trois métiers qui sont ceux du renseignement, qui sont ceux de l'action en matière de sécurité publique, la collecte, l'analyse et l'action, doivent réinterroger la place de l'humain et reconnecter le fait que l'ordinateur ne remplacera pas le cerveau, il accélère une intuition, il valide une option ou il l'invalide, il accélère le processus d'enquête et d'ailleurs, on peut voir à quel point la gendarmerie a tiré les conséquences heureuses d'un drame qui fut l'affaire Grégory, jusqu'au dernier succès rencontré. Ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard parce que, dans l'univers relativement large des forces de sécurité, qu'elles soient civiles ou militaires en France, tirer des leçons d'un échec pour rebondir, réinterpréter, réintégrer à la fois la dimension scientifique, la dimension civile, les doctorants, les docteurs, l'espace académique, pour en faire une alliance fructueuse visant à moderniser et surtout à améliorer la qualité et l'efficacité du service public est un acte relativement rare. Le renseignement extérieur le fait très bien, le renseignement militaire par sa jeunesse l'a parfaitement réussi,
Et la gendarmerie est une des forces qu'il a le mieux compris, notamment grâce à la mise en place de son conseil scientifique sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie, je crois retenu aujourd'hui dans des îles lointaines, mais toujours sous pavillon national. Le problème que nous avons, c'est que ce processus n'est pas commun. Il ne fonctionne pas à la même vitesse et à la même rapidité partout. Et que le débat qui existe aujourd'hui, c'est de savoir si la théorie du chaos est en fait un espace créatif ou si nous ne sommes pas en train de rethéoriser une problématique de la gestion de l'ordre pour la rendre tout aussi créative, mais aussi tout aussi adaptable, la remettre en perspective, bref, remettre de l'analyse dans le process où nous sommes aujourd'hui submergés par la collecte, déficients dans l'analyse et plus ou moins efficaces dans l'action. Cette problématique-là, c'est celle de l'avenir, celle qui a permis à des individus, face à la crise, de modifier les règles pour les réinterpréter et les améliorer. Ceci est à l'origine de la création du GIGN il y a longtemps, mais aussi à la gloire du commissaire de police intervenant au Bataclan et renversant la hiérarchie des normes pour mettre fin à un massacre. Le facteur humain est l'élément le plus important de ce que nous avons à reprendre en compte. Et c'est pour cela que je pense que ce que nous allons essayer d'apprendre aujourd'hui avec vous, c'est justement cette problématique de la remise en état du cerveau, la réhabilitation de l'humain dans sa relation avec un monde complexe, donc cyber, dont la dimension numérique est loin d'être absente. C'est ce qui va être tenté au cours de ce colloque, avec un enjeu majeur que vous avez bien compris, c'est que ce qui se joue en réalité, ce n'est pas seulement le rééquipement et la capacité des forces de sécurité à être plus près du citoyen, à avoir une police de sécurité plus proche des individus, à avoir une capacité d'intervention plus rapide, à avoir une capacité de compréhension meilleure. C'est aussi ce qui se passera le jour où tout ce dispositif fera écran noir. C'est aussi voir quelles sont les options secondaires, quelles sont les alternatives, là où le cerveau humain va soit décider de fuir, soit décider d'attendre que quelqu'un le fasse à sa place, soit de prendre des initiatives. Et la réhabilitation de cet espace, c'est un processus parallèle avec celui de l'innovation, de l'information, de la révolution, de la modernisation, de l'usage intelligent des technologies. Et c'est ce double cursus qui est au cœur de ce qu'est le MBA, très intelligemment inventé par la gendarmerie avec l'aide de Paris 2 et de HEC. C'est aussi la capacité désormais d'innover grâce au DBA, le Doctorate en Business Administration, qui est mis en place depuis quelques jours sur la décision de la Gendarmerie nationale et du CNAM. C'est donc des enjeux communs, collectifs, qui intéressent chacun d'entre nous et qui sont au cœur d'une démarche de réévaluation qualitative. Comme je le dis souvent, poser une question, c'est déjà se donner une chance d'y répondre. Prévenir, simuler, ça n'empêche pas la crise. Ça permet en général d'y survivre, et c'est tout le mal que je vous souhaite à l'issue des travaux de ce colloque, que je vous souhaite bon et fructueux. Merci. Merci Alain Boer. Anaxagore de Clazomène, au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait « Au commencement était le chaos, puis vint l'esprit qui remit tout en ordre. Vous êtes l'esprit qui remet de l'ordre dans le chaos, mais vous avez remis l'homme au cœur, l'humain, pardon, au cœur du dispositif, ce qui est important parce que si l'humain n'est pas au cœur de la transformation numérique, alors là, le chaos est garanti.